Elia Nwoko n'était pas le thé des rythmes prévisibles de la vie dans le petit village rural où il était né. Pendant des années, il avait observé les visiteurs de la ville arriver avec leurs voitures rutilantes, leurs costumes sur mesure et leurs sourires assurés, pour ensuite laisser le village derrière eux dans un nuage de poussière. La promesse d'un monde au-delà des routes poussiéreuses et des terres agricoles scintillait dans son imagination. Chaque nuit, allongé sur son matelas fin, il s'imaginait dans des villes étincelantes, concluant des affaires et construisant des monuments à sa propre réussite. Le jour où il reçut enfin sa lettre d'acceptation d'une prestigieuse université internationale lui parut comme un signe divin que son destin se trouvait ailleurs. Pourtant, à l'approche de ce jour de départ, un autre type de poids oppressait le cœur d'Elia. C'était la conscience qu'en partant, il laissait aussi une partie de lui-même. Peut-être la partie qui avait autrefois trouvé de la joie dans la simplicité et l'authenticité. Amara était l'incarnation de cette innocence. La fille qui habitait au bout de sa rue, celle qui attendait près de la rivière avec un sourire timide chaque fois qu'il s'échappait des corvées. Elle était douce mais forte, avec une détermination tranquille dans les yeux. En sa présence, Elia trouvait un réconfort qu'il ne pouvait expliquer, le sentiment d'être accepté tel qu'il était, sans ambition ni ruse. Ainsi, la semaine précédant son départ en avion, Elia rassembla le courage d'annoncer à Amara qu'il ne partait pas seulement, mais qu'il rompait également le lien qu'ils avaient partagé pendant des années. C'était une journée chaude et immobile, et ils se retrouvèrent près de la rivière comme d'habitude. Les rires des enfants du village flottaient dans l'air, se mêlant au bruissement des roseaux. Amara portait une robe jaune délavée, ses cheveux tressés en arrière, et son sourire était aussi éclatant que jamais. Mais dès qu'Elia ouvrit la bouche, son expression devint inquiète. Il n'avait jamais eu de mal à lui parler auparavant. « Amara » commença-t-il, la voix basse. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Elle sonda ses yeux. « Est-ce que tout va bien ? Tu as été distant ces derniers temps. » Elia fixa l'eau, cherchant refuge dans ses remous. « J'ai été accepté dans une grande université à l'étranger. Je pars à la fin de cette semaine. » Son visage s'illumina d'une excitation sincère pour lui. « C'est une merveilleuse nouvelle, Elia. Je suis si heureuse pour toi. » Ce regard de fierté dans ses yeux faillit le briser. Il aurait pu la laisser célébrer, mais il savait que cela rendrait ses prochains mots encore plus douloureux. « Amara. » dit-il doucement, je romps avec toi. Toi et moi. Je ne pense pas pouvoir continuer ça à distance. Le silence qui suivit fut atroce. Une douce brise froissa les hautes herbes sur la rive. Le sourire d'Amara s'effaça, remplacé par une confusion qui vola la chaleur de ses joues. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle. Il ne pouvait pas soutenir son regard. « Je dois me concentrer sur mon avenir. Les relations, je ne suis pas sûr de vouloir d'attache. Tu n'aurais pas ta place dans la vie que je me prévois. Il vaut mieux qu'on en finisse maintenant avant que ce ne soit plus difficile. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Amara, mais elle lutta pour ne pas les laisser couler. « C'est vraiment ce que tu penses » murmura-t-elle. « Que je te retiens ?» Elia se força à rester stoïque, même si un nœud de culpabilité se serrait dans sa poitrine. « Je veux juste un nouveau départ, marmonna-t-il. S'il te plaît, comprends. Je ne reviendrai pas ici. Cet endroit. Il me rappelle tout ce que j'essaie de laisser derrière moi. » À cet instant, Elia sentit les fils fragiles d'un lien précieux se déchirer. Mais il choisit de l'ignorer, se blindant avec la promesse qu'une fois parti, il enterrerait chaque souvenir de cette vie, surtout ceux impliquant Amara. Il offrit un au revoir marmonné et tourna les talons, la laissant seule au bord de l'eau, des larmes coulant sur ses joues. Les jours suivants, le village d'Elia bourdonna de la nouvelle de son départ imminent. La fierté flottait dans l'air, il était l'étoile montante du village, le garçon qui avait conquis les tests d'admission internationaux avec aisance. Pourtant, sous cette fierté se cachaient des rumeurs. Des murmures se propagèrent sur la façon dont Elia avait brisé le cœur d'Amara. Certains le qualifiaient de froid, d'autres excusaient son comportement comme une ambition nécessaire. Elia les ignora tous. Il rangea sa vie dans une seule valise, se concentrant sur le voyage à venir. Le matin de son départ, l'aube se levait à peine. Le ciel était peint d'or léger et de rose tendre, et les coqs chantaient encore. Un petit groupe de personnes s'était rassemblé pour lui dire au revoir. Parmi eux se trouvait sa mère, des larmes coulant sur son visage malgré ses tentatives de sourire. Mais Amara n'était nulle part en vue. Il garda la tête haute,
résistant à l'envie de la chercher dans la foule. S'il la voyait une fois de plus, il craignait de faiblir. Alors que le vieux taxi cabossé l'emportait pour la première étape de son voyage vers l'aéroport de la ville, Elia choisit de regarder droit devant lui. Derrière lui, la route de terre scintillait dans l'air chaud, et la silhouette de son village s'estompait. Les échos des rires, les voix des vieux amis, et le visage de celle qu'il aimait le plus mais qu'il avait rejeté commencèrent à s'effacer, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Il ne savait pas que les conséquences de sa décision prenaient déjà forme, promettant de le rattraper d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. L'agitation de la vie urbaine rendit Elia plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Dès l'instant où il descendit de l'avion dans un monde de gratte-ciel, d'autoroutes sans fin et du bourdonnement constant des opportunités, il crut avoir enfin trouvé son élément. La vie universitaire était exigeante, mais Elia aborda ses études avec la même ambition brûlante qui avait alimenté sa fuite du village. Il se spécialisa en développement immobilier et en finance, absorbant les connaissances comme une éponge. Chaque fois qu'un professeur introduisait un concept, Elia le disséquait sous tous les angles, déterminé à transformer la théorie en stratégie pratique. Au moment de son diplôme, Elia avait accumulé suffisamment d'expérience grâce à des stages et des projets à petite échelle pour se lancer seul. Avec l'aide de quelques investisseurs confiants, des professeurs de commerce qui voyaient en lui une volonté inégalée, il obtint un capital initial pour investir dans les centres urbains émergents d'Afrique. La première grande entreprise d'Elia fut un complexe d'appartements de milieu de gamme à Lagos, au Nigeria, où la demande de logements abordables mais modernes montait en flèche. C'était un risque calculé, équilibrant la rentabilité et un design attrayant. Son timing, cependant, fut impeccable. En un an, il avait récupéré le double de son investissement initial. Surfant sur ce succès, Elia élargit son champ d'action. Il acheta des terrains dans des villes en pleine croissance, construisit d'élégantes tours de bureaux et testa le marché avec des résidences de luxe. Chaque projet était une leçon de négociation, de marketing et de gestion. Bientôt, le nom d'Elia devint synonyme de développement haut de gamme destiné à la classe moyenne émergente d'Afrique et aux élites fortunées. Sa société, la Nwoko Development Corporation, NDC, passa d'une modeste start-up à un géant multinational de l'immobilier. À 30 ans, Elia était déjà multimillionnaire. À 35 ans, il était officiellement milliardaire. Sa vie personnelle prit un vernis d'opulence qui reflétait ses triomphes professionnels. Il emménagea dans une vaste demeure palatiale en périphérie d'une grande ville, une maison dotée de pelouses manucurées, de colonnes de style grec à l'entrée et d'une allée pouvant accueillir 20 voitures. Son téléphone bourdonnait constamment d'appels de politiciens, de financiers internationaux et de célébrités influentes cherchant son partenariat ou son parrainage. Les fêtes somptueuses dans la demeure d'Elia devinrent le sujet des chroniques mondaines, où le champagne coulait à flots et les marques de créateurs étaient exhibées comme des trophées. C'est ainsi qu'il rencontra Nadia, la charismatique mondaine qui avait captivé l'attention de tous les riches célibataires des cercles d'élite de la ville. Le passé de Nadia était tout aussi glamour. Fille d'un magnate des médias, elle avait été élevée dans l'attente d'une vie de luxe. Lorsqu'Elia et Nadia se croisèrent pour la première fois, ce fut le coup de foudre. Leur cours fut un spectacle. Dîners exclusifs dans les meilleurs restaurants sur les toits de la ville, week-ends passés à s'envoler vers des stations balnéaires chics et apparitions publiques qui firent d'eux le couple préféré des paparazzis. Elia trouvait son assurance et son aisance sociale irrésistibles. Elle, à son tour, fut attirée par son pouvoir, son aura de succès imparable et la promesse d'une vie remplie d'extravagance. Sous la surface, Elia ressentait parfois une légère agitation. Lors des rares nuits où il s'accordait un moment d'introspection, il contemplait les lumières tentaculaires de la ville depuis sa suite pentouse et s'interrogeait sur le chemin non emprunté. Des souvenirs du village, des routes poussiéreuses, du bruit de la rivière coulant doucement, et surtout, du tendre sourire d'Amara le titillait. Il les chassait toujours, les considérant comme de la nostalgie, croyant avoir dépassé ces chapitres plus simples de sa vie. Au moment de sa demande en mariage à Nadia, les doutes persistants furent submergés par les exigences pressantes des affaires et des préparatifs du mariage. L'annonce de leur fiançailles domina les tabloïds et les réseaux sociaux, avec des photos glacées d'une bague en diamant étincelante qui brillait sous les flashs des appareils photo. Nadia se délectait de cette attention, planifiant un mariage élaboré qu'elle promettait être l'événement de l'année. Orchidée blanche, une grande cathédrale et une réception dans un country club exclusif n'étaient que le début. Alors qu'Elia consacrait plus d'énergie à l'organisation du mariage avec Nadia, les derniers vestiges de son ancienne vie semblaient encore plus lointains. Il était dans l'orbite de la richesse et de l'influence mondiale,
trop occupé et trop fier pour penser au petit garçon de village qu'il avait été. Si des moments fugaces de culpabilité ou de curiosité concernant Amara traversaient son esprit, ils étaient rapidement écartés. Après tout, quelle place avaient les souvenirs d'une éducation rurale, ou d'un amour perdu depuis longtemps, dans un monde de suites-pantouses et de contrats de plusieurs millions de dollars? Pourtant, le destin a une manière rusée de tisser le passé dans le présent, surtout quand on s'y attend le moins. Elia n'aurait jamais pu prévoir qu'en un moment impulsif de vanité, une invitation envoyée sur un coup de tête à une femme qu'il avait autrefois aimée, il déclencherait une chaîne d'événements qui ferait voler en éclats sa réalité soigneusement construite. Les graines de ce bouleversement furent semées avec désinvolture, presque en plaisantant, lorsqu'il joua avec l'idée de laisser Amara témoigner de la vie qu'il avait bâtie sans elle. Il n'avait aucune intention de rouvrir de vieilles blessures ou de forger de nouveaux liens. Tout ce qu'il voulait, se disait-il, c'était de se prélasser dans la satisfaction du chemin parcouru. Il ne savait pas encore que parfois, ce que nous laissons derrière nous peut devenir une force capable de tout transformer. Pour Nadia, l'organisation du mariage était à la fois un sport social et une déclaration de statut. Vendeurs, organisateurs, designers et même politiciens locaux se disputaient son attention. Chaque détail était soigneusement choisi, de la sélection des robes de demoiselles d'honneur assorties dans une teinte personnalisée d'or champagne aux draps importés qui orneraient les tables de la réception. Elia laissait surtout Nadia prendre les rênes, se contentant de signer des chèques et d'impressionner leurs invités de marque avec un événement qui consoliderait son statut d'élite. Un après-midi, alors que Nadia et Elia parcouraient la liste finale des invités, la conversation dériva vers un jeu de qui est qui. Nadia pointait des noms, ajoutant des détails comme « PDG de la société X, il sera certainement là » ou « fille de l'ambassadeur, confirmé ». Elia hochait la tête distraitement, écoutant à moitié. La liste des invités avait déjà dépassé les 500. Ministres, chanteurs célèbres, clients internationaux, tout le monde voulait une place. Une subtile vague de nostalgie envahit Elia en pensant au chemin parcouru. Sans crier gare, un souvenir d'Amara lui revint. Il se souvint de son rire, de la manière douce dont elle posait sa main sur son bras lorsqu'ils marchaient ensemble, et de l'éclat de ses yeux chaque fois qu'elle parlait de l'avenir. Il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle était devenue après son départ. Était-elle toujours au village? Avait-elle épousé quelqu'un d'autre? La pensée le contrariait et l'intriguait à la fois. Si elle le voyait maintenant, serait-elle choquée? Regretterait-elle? Peut-être même serait-elle fière? Poussé plus par la vanité que par une émotion sincère, il griffonna son nom et l'adresse de leur ancien village sur la liste des invités. Nadia haussa un sourcil. « Qui est Amara » demanda-t-elle en lisant le nom. « Juste quelqu'un que je connaissais » répondit-il en feignant l'indifférence. « Je doute qu'elle vienne, mais pourquoi pas ?» Nadia n'insista pas. Elle était plus préoccupée par les palettes de couleurs et les centres de table. Le nom d'Amara n'était qu'une entrée de plus sur une longue liste, facilement négligée et vite oubliée dans le tourbillon de l'organisation. Pourtant, l'invitation fut envoyée. Une enveloppe soigneusement gaufrée avec des détails dorés complexes, adressée à mademoiselle Amara Okafor, de la part des futures aimées madame Elia Nwoko. Pour Elia, c'était presque un jeu. Il imaginait son choc en recevant l'invitation, comment elle verrait son blason raffiné et réaliserait que le garçon qui avait autrefois brisé son cœur était maintenant un homme au succès monumental, fiancé à une mondaine, avec le monde à ses pieds. Il s'attendait à un mélange de curiosité et d'envie si elle prenait la peine de venir. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'arrangements finaux. Elia était submergée de travail, donnant son feu vert à de nouveaux projets pour coïncider avec la publicité de son mariage, consolidant davantage sa réputation. Nadia était consumée par son désir d'une cérémonie parfaite. Aucun d'eux ne pensa une seconde à l'invitation d'Amara. Elia balaya toute curiosité passagère, convaincue qu'elle ne viendrait pas ou que, si elle venait, elle ne serait qu'une note de bas de page dans la mer d'invités. Mais la vie a une façon d'orchestrer de grandes révélations. À l'insu d'Elia, l'invitation arriva entre les mains d'Amara. Des mains qui n'étaient plus celles de la jeune fille naïve qu'il avait connue. Elle avait changé. Le temps, les épreuves et les responsabilités qu'elle avait portées seule l'avaient façonnée en une femme à la confiance tranquille et à la résilience tacite. Quand elle lut les lettres gaufrées et reconnut le nom d'Elia Nwoko, une tempête d'émotions éclata en elle. Colère, douleur et curiosité se heurtèrent. Les souvenirs de leur dernière conversation au bord de la rivière la piquaient encore. Pourtant, elle ressentit une attraction indéniable à le revoir, ne serait-ce que pour clore un chapitre qui n'avait jamais vraiment pris fin.
Elle ne répondit pas tout de suite. Les jours passèrent tandis qu'elle pesait le pour et le contre. Finalement, elle fit un choix qui allait changer plus que sa propre vie. Elle décida d'aller au mariage, non pas comme une figure effacée et le cœur brisé du passé, mais comme une femme maîtresse d'elle-même qui n'avait rien à prouver. Plus important encore, elle n'irait pas seule. Ses fils jumeaux, Chidi et Kalechi, l'accompagneraient. À 8 ans, ils n'avaient jamais rencontré leur père. Cette prise de conscience, et l'invitation entre ses mains, amenèrent Amara à conclure que le destin la poussait à révéler la vérité. La veille de son départ, elle prépara soigneusement une valise pour elle-même et pour les jumeaux. Ils voyageraient en transport en commun, un périple du village à la ville qui semblait symbolique, jetant un pont entre deux mondes. En fermant la fermeture éclair du sac contenant les plus beaux vêtements des garçons, elle s'arrêta. Une vague de souvenirs l'envahit, les rêves d'Elia de fuir le village, ces mots qui l'avaient profondément blessée en rejetant son importance dans son avenir. Pendant si longtemps, elle avait fait face seule à son abandon. La douleur avait été son fardeau, mais elle avait guéri avec le temps, surtout en consacrant son amour à l'éducation de ses enfants. Debout dans la faible lueur d'une seule ampoule dans sa modeste maison, Amara expira. « Il est temps », se murmura-t-elle. Elle jeta un dernier regard autour de la pièce avant d'éteindre la lumière et de mettre ses fils au lit. Demain, ils entreprendraient un voyage que ni Elia ni Nadia n'avaient prévu. Un voyage qui allait ébranler les fondations du grand mariage, exposant des secrets qu'Elia avait laissés enfouis sur les routes poussiéreuses de son passé. Le matin du mariage, Elia faisait les 100 pas à l'intérieur de l'imposante cathédrale, ajustant ses boutons de manchette. Il portait un smoking sur mesure qui mettait en valeur sa carrure athlétique, un symbole du succès qui n'existait autrefois que dans ses rêves. Nadia était ailleurs, dans une suite luxueuse avec ses demoiselles d'honneur, apportant les dernières touches à sa coiffure et à son maquillage. Une effervescence emplissait la cathédrale. Des journalistes prenaient des photos à l'entrée, des coordinateurs de mariage aboyaient des ordres dans des oreillettes, et les dignitaires invités arrivaient dans des voitures rutilantes qui bordaient la rue. Elia essaya de garder son sang-froid, mais un léger malaise le rongeait. Peut-être était-ce le trac d'avant-mariage, ou peut-être le souvenir d'avoir stupidement invité Amara. Il écarta cette pensée. La probabilité qu'elle apparaisse, se dit-il, était faible. De plus, il était allé trop loin, avait construit trop de choses, pour être déstabilisé par un seul visage de son passé. Mais alors qu'il sortait pour saluer un politicien notable qui venait d'arriver, il se figea. Au pied des marches de la cathédrale se tenait Amara, radieuse dans une robe simple mais élégante qui épousait ses formes. Sa beauté naturelle était encore plus frappante maintenant, rayonnant d'une maturité et d'une confiance qu'il ne lui connaissait pas. Elle se déplaçait avec aplomb, marchant calmement vers lui, malgré la foule. Pourtant, ce n'est pas cela qui paralysa Elia. Deux jeunes garçons la suivaient, des jumeaux identiques, peut-être âgés de 8 ans, chacun lui tenant la main. Un seul regard sur leur visage, sur leurs grands yeux et la forme de leurs traits, révéla à Elia une vérité indéniable. Ils étaient son portrait craché. Le temps sembla ralentir, l'agitation du mariage s'estompant en un arrière-plan flou. Elia sentit le sang quitter son visage. Il croisa le regard d'Amara, qui garda son sang-froid. Elle fit un signe de tête polie haletée commençait à chuchoter. Du coin de l'œil, Elia vit l'un des coordinateurs du mariage scruter Amara avec confusion, essayant de savoir si elle avait sa place ici. Il fit rapidement signe à un agent de sécurité, qui s'écarta pour la laisser passer. Il devait lui parler. Il les conduisit dans une petite chapelle latérale, à l'abri des regards indiscrets et des caméras curieuses. Amara demanda aux jumeaux d'attendre juste devant la porte, où un bedeau amical leur tint compagnie. À l'intérieur de la chapelle, les vitraux projetaient un spectre de couleur sur le visage d'Amara, illuminant la ferme résolution dans ses yeux. Elia peinait à trouver ses mots. Finalement, il réussit à dire « Amara. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il fit un geste vague en direction des jumeaux. « Pourquoi n'as-tu jamais ?» Sa voix était ferme. « Te le dire ? Parce que tu as clairement fait savoir que tu ne voulais aucun lien avec ton ancienne vie. Tu m'as quitté, Elia. Sans un regard en arrière. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines plus tard. Je t'ai écrit une fois mais n'ai jamais eu de réponse. J'ai décidé de ne pas te poursuivre. C'était ton choix, après tout. » L'esprit d'Elia tourbillonnait. Des bribes de souvenirs affluèrent, cet adieu glacial au bord de la rivière,
sa fuite vers le nouveau monde. Il n'avait jamais regardé en arrière, jamais pris la peine de garder le contact. Il ferma les yeux, accablé. Sont-ils de moi, demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Amara hocha la tête, son ton teinté d'un mélange de douleur et de fierté. Oui. Chidi et Kalechi. Ils ont grandi sans père, mais ils ont bien grandi. Ils sont brillants, gentils et talentueux. Ils ne te connaissent qu'à travers ce que je leur ai dit. Elia ouvrit la bouche pour répondre mais se trouva sans voix. Comment réagir en apprenant qu'on a 2 fils le jour de son mariage? Dehors, l'organiste commença à jouer doucement. Un signal que la cérémonie approchait. Elia sentit les murs se refermer sur lui. Le mariage, sa fiancée, la presse, tout le spectacle. Tout lui parut soudain comme un piège. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, Nadia fit irruption. Elle était à moitié vêtue de sa robe, les cheveux coiffés de manière complexe, mais la panique dans ses yeux était palpable. Elia, siffla-t-elle. Que se passe-t-il? Les invités arrivent, et tu es ici avec. Qui est-ce? Amara se tourna pour faire face à Nadia, son expression indéchiffrable. Elia s'interposa rapidement entre elles. Nadia, voici Amara, une vieille connaissance. Elle vient juste d'eux. Mais Nadia aperçut les jumeaux à travers la porte entr'ouverte, attendant dans le couloir, leur ressemblance avec Elia impossible à manquer. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as des enfants, dit-elle, sa voix plus accusatrice qu'interrogative. Elia hocha lentement la tête. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. La tension dans la petite chapelle monta en flèche. Les jointures de Nadia blanchirent alors qu'elle serrait son bouquet. Elle se tourna vers Amara avec un regard cinglant. Êtes-vous venu ici pour faire une scène? Amara resta calme, sa posture inébranlable. Je suis venu ici parce qu'il m'a invité, dit-elle tranquillement, et parce que je crois que mes fils méritent de savoir qui est leur père. Elia tendit la main pour toucher le bras de Nadia, mais elle recula. Nous réglerons ça plus tard, essaya-t-il de dire, mais Nadia s'éloignait déjà, le visage rouge de colère et de trahison. Sans un mot de plus, elle sortit en trombe, laissant la porte battante dans son sillage. Le son étouffé de la musique d'orgue s'intensifia alors que le coordinateur du mariage faisait frénétiquement signe à Elia de retourner dans la zone principale. La cérémonie était sur le point de commencer, et la vedette du spectacle était absente. Elia regarda Amara avec désespoir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce jour est déjà. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Amara hocha la tête, ses yeux reflétant la résignation. Je comprends, dit-elle doucement. Elle rassembla ses garçons, qui regardaient Elia avec des yeux curieux. Chidi ouvrit la bouche comme pour parler, mais Amara l'éloigna doucement. Tout ce qu'Elia put faire, c'est les regarder partir. Un tourbillon de panique, de culpabilité et de confusion le rongeait. Au moment où il retourna dans la cathédrale, sous les flashs des appareils photos, les chuchotements des invités et l'orgue jouant les premières notes de la marche nuptiale, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il avait atteint le summum du succès, construisant méticuleusement une vie qui projetait pouvoir et invincibilité. Maintenant, avec une seule arrivée, la façade soigneusement construite commençait à se fissurer. Et la journée était loin d'être terminée. Elia réussit à peine à passer le début de la cérémonie. Debout à l'avant de la cathédrale, il sentait des gouttes de sueur perler sur son front. L'officiant parlait d'amour, d'engagement et d'unité, mais les pensées d'Elia étaient à des kilomètres de là, préoccupé par la révélation qu'il avait 2 fils. Nadia se tenait à l'autre bout de l'autel, son expression distante. Quiconque observait pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas d'échange chaleureux de sourires, pas de regard volé de joie. Au lieu de cela, Nadia fixait Elia avec une intensité froide, et il essayait de maîtriser ses traits pour paraître neutre. Les flashs des appareils photo crépitaient continuellement, capturant un tableau gênant de ce qui était censé être le plus beau jour de leur vie. Finalement, l'officiant arriva au moment où Elia et Nadia devaient échanger leurs vœux. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, Nadia laissa tomber son bouquet. Il heurta le sol en marbre avec un bruit sourd. Un hoquet de surprise collective parcourut la congrégation. La voix de Nadia traversa le silence, tremblante de colère. « Je ne peux pas faire ça », déclara-t-elle, se tournant vers la foule assemblée de familles, d'amis et de paparazzi.
Je viens de découvrir que mon fiancé a des enfants dont il ne m'a jamais parlé. Des jumeaux. Et je suis censé rester là et prétendre que tout est parfait. Des murmures et des halètements s'élevèrent dans la cathédrale. Les gens tendaient le cou pour mieux voir. Des smartphones se levèrent pour enregistrer le drame qui se déroulait. L'esprit d'Elia tourbillonnait. Il ne s'était jamais senti aussi exposé. C'était comme si l'empire qu'il avait soigneusement construit était sur le point de s'effondrer aux yeux de tous. Il leva une main, essayant de reprendre un semblant de contrôle. « Nadia, parlons-en en privé », insista-t-il, la voix basse mais ferme. Son rire sonna avec amertume. « En privé ? Tu as la presse ici, des politiciens, des célébrités. Tu as prévu un spectacle. Eh bien, en voilà un maintenant. » La mère d'Elia, assise au premier rang, se couvrit le visage de consternation. Pendant ce temps, les coordinateurs de mariage s'agitaient, désespérés de sauver la cérémonie. Mais Nadia descendit de l'autel, sa robe traînant derrière elle, et fixa Elia. « Si nous devons faire ça, faisons-le bien, déclara-t-elle, élevant la voix pour que toute la cathédrale puisse l'entendre. « Où est cette femme que tu as invitée ? La mère de tes enfants ?» Une vague de confusion balaya la foule alors que les gens cherchaient du regard le moindre signe d'Amara. La plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce moment. Elia sentit la terreur le ronger. Il avait espéré pouvoir contenir la situation jusqu'à la fin de la cérémonie, mais Nadia n'allait pas le laisser faire. Au fond de la cathédrale, les immenses portes doubles s'ouvrirent. Amara se tenait là, flanquée de Chidi et Kalechi. Les agents de sécurité hésitèrent à l'arrêter, incertains si cela faisait partie de l'événement prévu. Le silence qui tomba sur la congrégation fut absolu. Les jumeaux s'agrippèrent aux mains d'Amara, leurs yeux écarquillés alors qu'ils contemplaient la mer de visages, les décorations ornées et la tension crépitante dans l'air. Le regard de Nadia se porta sur Amara. « Allez-vous rester là à ne rien faire » cria-t-elle, sa voix résonnant. « Avancez et expliquez-vous. » Amara jeta un regard rassurant au garçon. Elle descendit lentement l'allée, chaque pas accompagné de chuchotements feutrés. Au moment où elle atteignit l'avant, même l'officiant semblait impuissant, ne sachant s'il devait continuer ou s'écarter. Elia expira. Ses yeux étaient fixés sur Amara. Elle était plus calme qu'il ne l'était. Nadia fit signe pour le microphone, son visage un mélange de rage et de chagrin alors qu'elle confrontait Amara. « Alors, c'est vous la femme qui a élevé les fils d'Elia ? Pourquoi avez-vous attendu aujourd'hui, de tous les jours, pour apparaître ?» Amara leva le menton. « Je n'ai pas choisi ce moment. Il m'a envoyé une invitation. J'ai décidé que mes fils méritaient de voir leur père. C'est tout. Je n'avais aucun plan pour saboter votre mariage. » La gorge d'Elia se serra alors qu'il regardait l'assaut. Il savait qu'il devait dire quelque chose pour défendre Amara, ou du moins pour assumer la responsabilité. Se raclant la gorge, il s'avança, prenant le microphone des mains de Nadia. « Assez. C'est de ma faute, dit-il, sa voix résonnant. Amara ne m'a pas cherché. C'est moi qui l'ai invité. Il fit une pause, les émotions lourdes dans sa poitrine. Je l'ai laissé derrière moi quand je suis parti à l'université. Je n'ai jamais su pour nos fils. C'est la vérité. » Les joues de Nadia rougirent. Elle foudroya Elia du regard, puis les jumeaux. Chidi et Kalechi se blottirent plus près de leur mère. L'un des garçons tourna un regard effrayé vers Elia, comme s'il cherchait des réponses sur le visage de l'homme qui, jusqu'à présent, n'avait été qu'une légende dans leur esprit. Un silence tendu s'étira pendant ce qui parut une éternité. Les invités s'agitaient sur leur siège, incertains si le mariage allait se poursuivre ou imploser. Finalement, Nadia jeta son voile de côté dans un accès d'exaspération. « Je ne serai pas humiliée de la sorte, siffla-t-elle. Elia, choisis. Renvoie-les et termine cette cérémonie, ou, c'est fini entre nous. » À cet instant, le monde d'Elia se figea. L'ultimatum était aussi public que cruel. Malgré toute sa richesse, malgré tout son pouvoir, il ne pouvait nier le fait indéniable que devant lui se trouvaient ses enfants. Deux âmes vivantes qu'il avait créées et abandonnées par inadvertance. Pouvait-il les rejeter à nouveau, prétendre qu'ils n'existaient pas, juste pour maintenir la vie qu'il avait bâtie avec Nadia? Les caméras officielles continuaient de tourner, capturant chaque tic du visage d'Elia. Un tourbillon d'émotions le saisit, culpabilité, confusion,
chagrin et un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Finalement, il se tourna vers Nadia, qui le foudroya du regard, son pied tapotant impatiemment comme si tous ses enfants, Amara, ce fiasco entier n'était qu'un simple inconvénient. Elia se racla à nouveau la gorge, bien qu'il pût à peine parler. « Je ne peux pas simplement les renvoyer », réussit-il à dire. « Ce sont mes fils. » La réaction de Nadia fut immédiate. Elle ricana en direction d'Amara, la fureur bouillonnant dans ses yeux. Puis, avec un geste théâtral, elle arracha la bague de son doigt. « C'est fini », déclara-t-elle, la jetant aux pieds d'Elia. Le cliquetis du métal contre le marbre résonna bruyamment. « Profite bien de ta nouvelle famille. » Cracha-t-elle, soulevant sa robe alors qu'elle remontait l'allée et sortait par la porte. Le pandémonium éclata. Certains invités se levèrent pour poursuivre Nadia, d'autres se pressèrent autour d'Elia dans un flot de questions, et les caméras des médias pivotèrent entre la mariée en fuite et le marié stupéfait. Dans le chaos, Amara éloigna doucement Chidi et Kalechi, les protégeant des regards indiscrets. Avant de partir, elle jeta un regard en arrière vers Elia. Leurs yeux se croisèrent un instant, et dans cet échange muet, Elia sentit le poids de ses choix passés. Il avait brisé la vie qu'il avait minutieusement conçue, pour découvrir que ce qu'il avait fui était peut-être plus important que toutes ses richesses réunies. La nouvelle du fiasco du mariage explosa sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, le magnate de l'immobilier milliardaire autrefois admiré se retrouva au cœur des chroniques mondaines et des vidéos virales. Les images de Nadia jetant la bague et sortant en trombe circulèrent largement, suivies de clichés d'Amara et des jumeaux debout dans l'allée. Les critiques pluvièrent sur Elia, le qualifiant de playboy sans cœur qui négligeait ses responsabilités, tandis que d'autres condamnaient la sortie dramatique de Nadia. Le soutien vint aussi de coins inattendus. Certains louèrent la dignité d'Amara sous pression et compatirent avec Elia pour avoir été pris au dépourvu. Dans les jours qui suivirent, Elia s'isola dans sa demeure. Les grandes salles et le décor luxueux, qui symbolisaient autrefois la réussite, lui semblaient étouffants. Il publia de brèves déclarations à la presse par l'intermédiaire de son équipe de relations publiques, mais le scandale refusait de s'éteindre. Chaque matin apportait de nouveaux titres et des débats télévisés sur la paternité, la responsabilité et les obligations morales des riches. Mais le plus grand problème pesait silencieusement sur le cœur d'Elia. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Amara et aux jumeaux. Les questions se bousculaient dans son esprit. Quels étaient leurs goûts et leurs aversions? Dans quelle matière était-il bon à l'école? S'était-il jamais interrogé sur lui, ou était-il mieux sans lui? La culpabilité le rongeait sans relâche. Un après-midi, environ une semaine après le désastre du mariage, Elia était assis dans son vaste bureau, fixant des photos encadrées de lui-même avec des dignitaires internationaux. Des photos qui le rendaient autrefois fier lui semblaient maintenant vides de sens. Sa mère entra, une petite femme aux cheveux grisonnants et aux yeux durcis par l'inquiétude. « Elia, dit-elle doucement en s'asseyant en face de lui. Tu ne peux pas te cacher ici éternellement. » Il expira en se massant les tempes. « Que veux-tu que je fasse, maman? Les médias sont en feu. Nadia ne veut même plus me parler. Les investisseurs sont nerveux. Et j'ai 2 fils dont j'ignorais l'existence. » Sa mère pinça les lèvres pensivement. « Je ne parle pas des médias ou de Nadia. Je parle de Chidi et Kalechi. C'est ta chair et ton sang. Si tu continues à te cacher, tu confirmeras les soupçons de tout le monde, que tu ne te soucies pas de tes enfants. » Elia baissa les yeux. « Je m'en soucie. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne sais juste pas comment réparer ça. » Sa mère posa une main réconfortante sur son épaule. « Commence par les contacter. Excuse-toi auprès d'Amara de l'avoir laissée dans cette situation. Propose de la soutenir, elle et les garçons. De l'argent, oui, mais aussi ta présence. Ils ont besoin du temps d'un père, Elia. Pas seulement de son carnet de chèques. » Le lendemain, Elia composa le numéro sur un vieux morceau de papier qu'il avait trouvé dans son bureau, un contact d'un ami commun qui vivait encore près du village d'Amara. Après plusieurs tentatives, il réussit enfin à obtenir le numéro de téléphone d'Amara. Quand il entendit sa voix pour la première fois en plus d'une décennie, son estomac se noua de nervosité. « Elia, répondit-elle prudemment. « C'est moi, dit-il, la voix hésitante. Pouvons-nous nous voir? J'aimerais te voir, toi et les jumeaux. Parler. Correctement. » Une pause s'ensuivit. Il craignit qu'elle ne raccroche.
Finalement, elle expira. Je peux arranger quelque chose. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Ils convinrent de se retrouver dans un modeste restaurant en ville, un lieu neutre loin des paparazzis. Quand Elia arriva, vêtu d'une simple chemise et d'un jean, loin des costumes impeccables qu'il portait habituellement, il se sentit anormalement anxieux. Dès qu'il entra, il aperçut Amara assise à une table, remuant une tasse de thé. Son expression était calme mais réservée. Aucune trace des jumeaux pour le moment. Elle lui fit signe de s'asseoir. « J'ai pensé qu'il valait mieux que nous parlions seuls d'abord, » expliqua-t-elle. Elia hocha la tête, essayant de calmer son cœur battant. « Merci d'être venu. » Les deux restèrent assis en silence un moment, laissant les tensions se déposer comme de la poussière. Enfin, Elia parla. « Amara, je te dois des excuses. Plusieurs, en fait. Je t'ai quitté sans explication. Je n'ai jamais regardé en arrière. Et je ne savais même pas pour les jumeaux. Tu as dû traverser tellement de choses seule. » Un éclair de douleur traversa son visage. « J'ai fait ce que j'avais à faire, » dit-elle, la voix ferme. « Je ne veux pas de ta pitié, Elia. Je veux juste que tu comprennes que Chidi et Kalechi sont tout pour moi. Je ne te laisserai pas débarquer dans leur vie si tu n'es pas prêt à être constant. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je sais. Je veux faire les choses bien. Quoi qu'il en coûte. » Amara l'étudia un moment. Peut-être vit-elle la sincérité dans ses yeux. Elle attrapa son téléphone, tapant un rapide message. En quelques minutes, les jumeaux arrivèrent avec un voisin de confiance qui avait accepté d'attendre dehors si besoin. Ils s'approchèrent avec hésitation. Des paires d'yeux identiques scrutant Elia avec curiosité. Il força un sourire, essayant de masquer sa nervosité. « Chidi, Kalechi, » dit doucement Amara en désignant Elia. « Voici votre père. » Les garçons échangèrent un regard. L'un d'eux, Chidi, s'approcha le premier, les mains dans les poches. « Salut, » dit-il simplement. Elia se racla la gorge. « Bonjour, Chidi. »« Bonjour, Kalechi. »« Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à vous rencontrer. » Kalechi se rapprocha, examinant attentivement Elia. « Tu es vraiment notre papa ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émerveillement. Les yeux d'Elia s'embuèrent. « Oui » réussit-il à dire. « Je ne savais pas. Je suis désolé. » Un moment gênant s'ensuivit tandis que les jumeaux digéraient cette information qui changeait leur vie. Finalement, Amara suggéra qu'ils commandent quelque chose à manger. Autour d'assiettes de riz frit et de poulet, les garçons se détendirent. Ils parlèrent à Elia de leur école, de leur sport préféré et de la façon dont ils aidaient leur mère à la maison. Elia se retrouva captivé par chaque détail. Il ressentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années, un sentiment d'appartenance qui éclipsait toutes les victoires commerciales qu'il avait jamais remportées. 2 heures passèrent en un clin d'œil. Au moment de partir, Elia sut qu'il devait les revoir, continuer à construire ce lien fragile. Il proposa de les ramener à la maison, mais Amara refusa poliment. « Pas encore, » dit-elle. « Nous allons y aller doucement. » Il comprit. Après tout, la confiance ne se regagne pas du jour au lendemain. Alors qu'il les raccompagnait dans la rue, Chidi et Kalechi lui firent chacun un petit signe de la main. C'était un geste si ordinaire, mais il signifiait le monde pour Elia. Debout sur le trottoir, les regardant disparaître dans la foule de l'après-midi, Elia ressentit une vague d'émotions contradictoires. Les fissures dans sa vie parfaite. Était devenu un gouffre, trouver un nouveau chemin, une chance d'être un père, peut-être même de trouver la rédemption. Et pour la première fois depuis le fiasco du mariage, il sentit une lueur d'espoir. Les jours qui suivirent marquèrent un changement lent mais constant dans les priorités d'Elia. Il organisa des rencontres après l'école où il pouvait passer du temps avec les jumeaux, se retrouvant d'abord dans des parcs publics ou de petits restaurants familiaux, loin des flashs des appareils photos. Peu à peu, ils explorèrent leur monde respectif. Chidi était réservé, observant souvent en silence et posant des questions prudentes. Kalechi était plus extraverti, ravi de bombarder Elia de curiosités sur son manoir, ses voitures et les récits de ses voyages. Amara assistait à toutes ces rencontres, gardant un œil vigilant. Elle laissait à Elia l'espace nécessaire pour interagir avec les garçons, mais était prête à intervenir s'ils devenaient dépassés. Un après-midi,
Elia s'assit avec les jumeaux sur une couverture étendue sur l'herbe dans un parc tranquille. Il leur montra des photos sur son téléphone, des images de ses divers projets de construction, de ses bureaux, et oui, même du manoir. Les garçons regardaient les images avec fascination, incapables de saisir pleinement l'ampleur de sa richesse. Elia se surprit à sourire, vraiment sourire, en répondant à leurs questions. Il réalisa qu'aucun contrat de plusieurs millions de dollars ne lui avait jamais procuré ce sentiment d'accomplissement. Amara se tenait à proximité, discutant avec un vendeur de fruits local. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil, son expression teintée d'un optimisme prudent. Elle vit Elia accroupi à côté des jumeaux, son attention entièrement consacrée à ce qu'il disait. Cela remua quelque chose en elle, un souvenir de l'Elia qu'elle avait connu, celui qui passait des heures à écouter ses rêves sous le ciel de lune. Mais elle n'était pas naïve. Elle avait déjà été blessée. Elle se rappela de ne pas baisser sa garde trop vite. Plus tard ce même jour, Elia rassembla le courage de demander si les garçons pourraient visiter son manoir. Amara hésita mais accepta à la condition qu'elle les accompagne. Le week-end suivant, Elia envoya un chauffeur les chercher. Il avait appris par expérience que les paparazzis étaient moins susceptibles de l'assaillir s'ils ne se présentaient pas personnellement dans des voitures tape à accent grave-l'œil. Le véhicule franchit les grilles ornées de son domaine, révélant des jardins manucurés et des allées sinueuses. Chidi pressa son visage contre la fenêtre, et Kalechi poussa presque un cri d'excitation. « C'est ici que tu vis ?» demanda Chidi, sa voix basse d'admiration. Elia essaya de paraître désinvolte. « Ouais, c'est la maison. » Amara sortit de la voiture, contemplant le manoir tentaculaire avec un étonnement maîtrisé. De hauts plafonds, des sols en marbre, un lustre qui scintillait comme une galaxie de cristaux, tout respirait l'opulence. Elle fut frappée de voir à quel point il était loin du garçon qui aidait autrefois aux travaux de la ferme dans le village. Une pointe de tristesse la pinça. La poursuite de ce style de vie l'avait-il vraiment obligé à abandonner tout ce qui lui était cher autrefois? Elia leur fit faire le tour, expliquant l'inspiration derrière la conception architecturale. Les jumeaux coururent dans les couloirs, jetant un œil dans les nombreuses pièces, une salle de cinéma, une bibliothèque avec des premières éditions reliées en cuir, et une cour remplie de plantes exotiques. Partout où ils se tournaient, c'était un autre étalage de richesses somptueux. Amara marchait d'un pas mesuré, s'arrêtant parfois pour admirer des peintures et des sculptures. Finalement, ils s'installèrent dans un grand salon meublé de canapés moelleux. Des murs de verre révélaient une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville. Un membre du personnel domestique leur offrit des rafraîchissements, et les jumeaux gloussèrent à l'idée de se faire servir du jus d'orange sur un plateau d'argent. Essayant de détendre l'atmosphère, Elia plaisanta, « C'est un peu trop, non? Même moi, je m'y perds parfois. » Kalechi rit, tandis que Chidi restait contemplatif. « Tu vis ici seul ?» demanda-t-il. Les yeux d'Elia vacillèrent de regret. « J'avais Nadia ici avant. » Admit-il en jetant un coup d'œil à Amara, mais elle est partie après, enfin, après tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est juste moi. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Amara sirota son jus, son esprit grouillant de questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir des réponses. Elia pouvait-il assumer le rôle de père? Son remords était-il sincère, ou n'était-ce qu'un autre projet passager à conquérir? Sentant la tension, Elia se leva et frappa dans ses mains. « Qui veut voir le jardin? Il y a une piscine et un petit terrain de basket. » Chidi et Kalechi se levèrent avec empressement, alors Amara et Elia suivirent. Dehors, les jumeaux restèrent bouche bée devant la piscine étincelante, et Elia fouilla dans un coffre de rangement pour trouver un ballon de basket. Il le tendit à Kalechi, qui sourit largement. Elia sentit une bouffée d'émotion. Il aurait aimé pouvoir remonter le temps et être celui qui leur apprendrait à dribbler ou à faire un lay-up. Cette chance était passée, mais il pouvait au moins partager des moments comme celui-ci maintenant. Au fil de l'après-midi, Chidi et Kalechi se relayèrent pour tirer des paniers, jetant parfois un coup d'œil à Elia comme pour chercher sa validation. Amara trouva un endroit ombragé pour s'asseoir, les bras croisés, en observant. Elle ne pouvait nier qu'Elia avait un rapport naturel avec les garçons. Il était patient, prompt à louer leurs efforts, et sincèrement excité chaque fois qu'ils marquaient un panier. En les regardant, elle sentit une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Leur rire résonnait sur la pelouse manucurée. Pour Elia, c'était une symphonie plus précieuse que tous les éloges qu'il avait jamais reçus d'investisseurs ou de personnalités politiques.
Chaque sourire des jumeaux était comme un petit triomphe, un pas vers un avenir qu'ils n'étaient pas sûrs de mériter mais qu'ils désiraient désespérément. À l'approche du soir, Amara annonça qu'il était temps de partir. Elia proposa de faire préparer le dîner, mais elle refusa, insistant sur le fait que les garçons avaient des devoirs scolaires. La déception se peignit sur les visages des jumeaux. Dans l'embrasure de la porte, Kalechi lâcha « On peut revenir, papa ?» Le cœur d'Elia s'emballa à ce mot « papa ». Il s'agenouilla à leur niveau. « Quand vous voulez, si votre maman est d'accord, ma porte est ouverte. » Shidi fit un petit signe de tête, plus discret mais visiblement content. Amara offrit à Elia un sourire aux lèvres pincées avant de les raccompagner à la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Elia resta dans l'allée, les regardant jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Un élan de désir l'envahit. Cette journée lui avait offert un aperçu de ce que pouvait être la paternité, un monde de joie désordonnée mais profonde qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. En rentrant, il réalisa que chaque surface polie, chaque meuble importé, semblait moins important que ce matin-là. Peut-être que la vraie valeur résidait dans le rire des enfants, la chaleur d'une connexion authentique, et la chance d'être plus qu'un simple milliardaire de nom. Il ferma la porte, résolu à réparer les années qu'il avait perdues. Seul le temps dirait s'il pourrait se montrer digne de cette seconde chance. Plusieurs semaines passèrent, marquées par un progrès précaire mais authentique dans la relation d'Elia avec Amara et les jumeaux. La frénésie médiatique s'était quelque peu calmée, surtout après que Nadia ait fait un mouvement stratégique pour reprendre le contrôle du récit. Elle annonça une somptueuse célébration post-mariage, un événement conçu pour ramener la sympathie du public de son côté et réaffirmer son statut social. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle prévoyait d'y confronter Elia, dans l'intention de finaliser la fin de leur fiançailles d'une manière qui assurerait sa place continue parmi l'élite. Quand Elia reçut l'invitation formelle, il fut stupéfait. Il la rejeta d'abord comme un autre coup de publicité. Pourquoi Nadia l'inviterait-elle à ce qui ressemblait à une confrontation déguisée en fête? Mais ensuite, il remarqua que l'invitation incluait spécifiquement un +1. Son esprit se tourna vers Amara. Une vague de sentiments contradictoires monta. Devait-il l'amener, l'exposant, ainsi que peut-être les jumeaux, à plus d'attention publique? Amara, en apprenant la nouvelle, réagit avec un scepticisme prudent. Que veut-elle maintenant? Demanda-t-elle à Elia un après-midi, après qu'il lui eut parlé de l'invitation. Elia soupira. Elle prétend que c'est une sorte de célébration, mais je soupçonne qu'elle veut une résolution publique. Peut-être pour m'humilier davantage ou pour prouver qu'elle a tourné la page. Amara pinça les lèvres. Et tu penses que c'est sage d'y aller? Elia passa une main dans ses cheveux. Je ne veux pas plus de drame, mais l'ignorer pourrait empirer les choses. Nadia est influente. Si je ne me présente pas, elle va manipuler l'histoire. Mais je ne veux pas non plus t'entraîner dans une scène publique. Amara réfléchit. Je peux me débrouiller, dit-elle tranquillement. Mais les garçons restent en dehors de ça. Ils n'ont pas besoin d'être au milieu de ce spectacle que Nadia prépare. Elia hocha la tête, à la fois soulagé et anxieux. Le jour de l'événement de Nadia arriva bientôt. Le lieu était une salle de bal chic perchée au sommet d'un hôtel 5 étoiles, offrant une vue panoramique sur la ville. Des voitures de luxe affluaient, déversant des mondains bien habillés, des politiciens et des célébrités. Les flashs des paparazzis illuminaient l'entrée, avides du moindre aperçu d'un scandale. Amara arriva avec Elia dans l'une de ses voitures les plus discrètes, vêtue d'une robe vert émeraude fluide qui accentuait son élégance naturelle. Les têtes se tournèrent lorsqu'ils sortirent ensemble, une vague de chuchotements balayant la foule de badauds. Elia sentit son bras se tendre autour du sien. Il lui donna une pression rassurante. À l'intérieur, la salle de bal était un spectacle d'opulence. Lustre en cristal, musique de violon en direct, fontaine de champagne. Nadia, resplendissante dans une robe argentée, tenait la cour près du centre, entourée d'admirateurs offrant leurs condoléances et leurs compliments dans le même souffle. Ses yeux se fixèrent instantanément sur Elia et Amara. Elle s'excusa auprès de son entourage et se dirigea vers eux avec une confiance calculée. Elia, salua-t-elle d'une voix dégoulinante de chaleur artificielle. Puis son regard se posa sur Amara. Et vous devez être Amara. Amara garda son sang-froid. Oui. Répondit-elle d'un ton égal. Les lèvres de Nadia se courbèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Vous appréciez la fête, demanda-t-elle, bien que la question portât une note d'hostilité voilée.
Elia intervint. C'est un bel événement, Nadia. Elle les examina tous les deux. Tu ne vas pas présenter ta compagne, demanda-t-elle, son ton empreint de sarcasme. Amara haussa un sourcil, peu impressionné par la théâtralité de Nadia. Je peux me présenter moi-même, merci. Je suis Amara Okafor, la mère des enfants d'Elia. Les joues de Nadia rougirent légèrement, mais elle garda son aplomb. Quelle franchise, remarqua-t-elle, puis se tourna vers Elia. Alors voilà où nous en sommes. Tu fais une entrée remarquée avec elle, entre toutes. Eh bien, c'est exactement pourquoi je t'ai invité, Elia. Je voulais que tout le monde voie où nous en sommes maintenant. Elia sentit une vague de colère. Nadia, si tu voulais parler, nous aurions pu le faire en privé. Elle ricana. Les discussions privées sont pour les gens de confiance. Tu m'as humilié publiquement le jour de notre mariage, alors je te rends l'appareil. Amara plissa les yeux. Il ne connaissait pas les jumeaux, Nadia. Ce n'est guère un crime qui mérite ce spectacle. La voix de Nadia s'éleva légèrement, attirant l'attention des invités proches. Il ne le savait pas parce qu'il a choisi de ne pas le savoir. Il a laissé son passé derrière lui, et regardez où ça nous a menés. Une humiliation publique, un mariage annulé, et ma réputation en lambeaux. Elia regarda autour de lui alors que de plus en plus d'invités se joignaient à la confrontation. Des caméras enregistraient la scène. Il fit un pas de plus vers Nadia, baissant la voix. Assez, Nadia. Si tu veux des excuses, je les ai déjà présentées. Si tu veux tourner la page, alors tourne la page. Mais ne transforme pas ça en cirque. Elle le foudroya du regard, la poitrine soulevée. Pendant une seconde, il sembla qu'elle pourrait l'attaquer physiquement. Puis une lueur rusée apparut dans ses yeux. Elle se tourna pour s'adresser au public rassemblé, ses mots mesurés. Mesdames et messieurs, voici l'homme qui m'a laissé à l'hôtel parce qu'il a soudainement découvert qu'il avait des enfants avec une autre femme. Un vrai romantique, n'est-ce pas? Une vague de rires et de murmures parcourut la foule. Elia se tendit, la fureur bouillonnant dans ses veines. Amara s'avança, mais il tendit un bras pour lui signaler d'attendre. Prenant une profonde inspiration, il parla, sa voix portant à travers la salle de bal. J'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. J'étais jeune et stupide quand j'ai quitté Amara. Je ne savais pas pour les jumeaux, mais cela n'excuse pas ma négligence. Nadia, je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, mais je ne peux pas abandonner mes enfants maintenant que je sais qu'ils existent. Les spectateurs regardèrent Nadia secouer la tête, reculant avec un air dramatique. Je suppose que ça règle la question, déclara-t-elle en se tournant vers le public. Si quelqu'un est venu ici ce soir en espérant une réconciliation, vous serez déçus. Elia est libre de vivre sa nouvelle vie, et je vivrai la mienne. À la vôtre. Elle leva une coupe de champagne, la vida d'un trait. Quelques applaudissements gênés éclatèrent. Certains invités semblaient mal à l'aise, d'autres semblaient se délecter du drame. Elia ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. La finalité dans les mots de Nadia fermait un chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'illusions de grandeur et d'un désir de validation externe. Debout aux côtés d'Amara, il réalisa que peut-être perdre Nadia n'était pas vraiment une perte, mais la fin nécessaire d'une histoire qu'il avait dépassée. La confrontation se termina par le départ en trombe de Nadia, entourée de son entourage de sympathisants. Elia et Amara se retirèrent du centre de l'attention, sortant sur un balcon surplombant le paysage urbain scintillant. L'air frais de la nuit caressa leur visage. Elia posa ses mains sur la balustrade, expirant lourdement. « Je suis désolé, dit-il doucement, sans regarder Amara. Tu n'aurais pas dû avoir à subir ça. » Elle toucha son épaule, un bref geste de réconfort hésitant. « C'est fait, murmura-t-elle. Le mariage qui n'a pas eu lieu, le drame. Tout est maintenant au grand jour. » Ils restèrent là un moment, les sons étouffés de la fête persistant derrière eux. Dans ce silence, la distance entre eux sembla se réduire. Pas assez pour oublier la douleur du passé, mais assez pour sentir la possibilité d'un avenir incluant la compréhension, le pardon, et peut-être même quelque chose de plus. La vie après la confrontation du mariage prit un nouveau rythme, plus stable. L'intérêt du public pour les affaires personnelles d'Elia diminua à mesure que de nouveaux scandales remplaçaient le sien dans les tabloïds. L'action de sa société, brièvement secouée,
se stabilisa grâce à un travail assidu et à une vague de sympathie publique de la part de ceux qui admiraient sa décision de soutenir ses enfants. Tandis que la tempête médiatique s'apaisait, les vrais défis d'Elia se situaient dans le domaine privé, apprendre à être un père, gagner la confiance d'Amara et comprendre que la rédemption n'est pas un acte mais un choix continu. Il aborda la paternité comme un homme découvrant un nouveau continent. Curieux, prudent et déterminé à s'adapter. Un dimanche après-midi, Elia emmena les jumeaux dans un musée des sciences locales, un endroit qu'ils désiraient visiter depuis longtemps. À l'intérieur, Shidi et Kalechi étaient écarquillés, fascinés par les expositions interactives qui expliquaient tout, des fossiles de dinosaures aux orbites du système solaire. Elia les observait avec un sentiment de fierté grandissant, et une pointe de regret de ne pas avoir été là pour leur premier pas, leur premier mot ou leur premier jour d'école. Au déjeuner dans le café du musée, Shidi fit tranquillement glisser une brochure sur la table vers Elia. « Papa, nous avons une exposition scolaire le mois prochain. Je fais un projet sur la faune africaine. Pourrais-tu venir ?» La poitrine d'Elia se serra. « Bien sûr, répondit-il. J'adorerais voir ton travail. » Kalechi ajouta, « Moi aussi, papa. Je fais une expérience de volcan avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Ça va être génial. » Elia ébouriffa affectueusement leurs cheveux. « Je serai là, quoi qu'il arrive. Je le promets. » Pendant une seconde fugace, ils le regardèrent avec une admiration brillante. Elia jura silencieusement de ne plus jamais les laisser tomber. À la fin de la journée, il ramena les jumeaux et Amara à leur modeste maison. Alors que la voiture s'arrêtait, Elia remarqua la peinture écaillée sur le cadre de la porte, les murs fissurés, signe d'une vie construite sans le luxe qu'il avait tenu pour acquis. Il ressentit une pointe de culpabilité. « Amara, si tu me le permets, je peux t'aider à trouver un meilleur endroit, » offrit-il en coupant le moteur. Elle hésita, la fierté qu'il avait soutenue toutes ces années refaisant surface. « Nous sommes bien ici. Nous nous sommes débrouillés. » Elia hocha la tête, respectant ses limites. « Je sais. Tu as fait un travail incroyable en élevant Shidi et Kalechi. Mais laisse-moi faire quelque chose. Au moins, laisse-moi payer les frais de scolarité des garçons ou aider avec les dépenses quotidiennes. » Amara étudia son visage. « J'apprécie, dit-elle tranquillement. Nous pouvons en discuter. Mais s'il te plaît, comprends que j'ai vécu ma vie sans compter sur toi. C'est difficile pour moi d'accepter ton aide maintenant. » Il croisa son regard, essayant de transmettre une intention sincère. « Je n'essaie pas d'effacer ce que tu as vécu. Je veux juste partager la responsabilité maintenant que je sais. » Elle hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Nous trouverons une solution, étape par étape. » Les semaines se transformèrent en un mois, et la présence d'Elia dans la vie des jumeaux devint plus constante. Il assista à leurs événements scolaires, se présenta à leurs entraînements de football du week-end, et se porta même volontaire pour aider aux devoirs via des sessions de tutorat en ligne lorsque ses voyages d'affaires l'emmenaient loin. Chaque interaction avec eux effritait la culpabilité qu'il portait, la remplaçant par l'espoir prudent de construire de vrais liens. Pendant ce temps, ses interactions avec Amara devinrent plus fréquentes. Elles commencèrent par de brefs contacts, des textos sur le horaire des jumeaux, scolaires, mais se transformèrent lentement en conversations plus profondes. Parfois, ils discutaient de sujets plus légers comme les derniers films à succès ou se remémoraient la cuisine locale de leur village. D'autres fois, la conversation prenait un tour plus personnel. Elle lui parla des nuits blanches, des regards jugeurs des gens qui la critiquaient d'être une mère célibataire, et de la façon dont elle s'était battue pour maintenir un équilibre entre subvenir aux besoins des jumeaux et leur apporter un soutien émotionnel. Un soir, après que Shidi et Kalechi se furent couchés, Elia se retrouva dans le salon d'Amara, sirotant le thé au gingembre qu'elle avait préparé. La lumière d'une seule lampe projetait une lueur chaude dans la pièce. Amara s'installa sur le canapé en face de lui, les bras nonchalamment croisés. « Je ne me suis jamais excusé pour la façon dont j'ai mis fin aux choses, » dit soudain Elia, rompant le silence. Elle inclina la tête. « Si, en fait. Plusieurs fois. Mais je t'écoute. » Il prit un moment pour rassembler ses pensées. « Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis jamais expliqué. J'étais tellement obsédé par l'idée de fuir le village et de prouver ma valeur que je me suis convaincu que tu étais une ancre qui me retenait. C'était faux. Tu n'as jamais été une ancre. Tu étais une bouée de sauvetage.
Les yeux d'Amara brillèrent de larmes non versées. Nous étions si jeunes, Elia. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Il secoua la tête. Les miennes ont défini trop de vie. La tienne, celle des jumeaux, et à bien des égards, la mienne. Si je pouvais revenir en arrière. Elle tendit doucement la main, ses doigts effleurant la sienne. On ne peut pas remonter le temps. Mais on peut décider comment avancer. Le simple contact envoya une étincelle à travers Elia. Un instant, il se souvint de la sensation de sa main sur son bras près de l'ancienne rive, le jour où il avait brisé son monde. Maintenant, la vie avait bouclé la boucle, leur offrant une chance de reconstruire la confiance. Il voulait l'embrasser, la serrer dans ses bras et lui promettre de ne plus jamais partir. Mais il reconnut la prudence dans ses yeux. Un seul geste pourrait rouvrir de vieilles blessures s'il était mal interprété. Il retira sa main, respectant ses limites. « Merci, murmura-t-il, de me donner une autre chance. » Elle offrit un sourire triste. « Je le fais pour les jumeaux, dit-elle, mais sont-on porté une nuance de quelque chose d'autre? Peut-être de l'acceptation, peut-être le début de quelque chose de nouveau. Et, si je suis honnête, pour moi aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour te pardonner, mais je ne laisserai pas le ressentiment gouverner ma vie. » Ils finirent leur thé dans un silence complice. Le moment semblait fragile mais plein d'espoir, comme les premiers rayons de l'aube après une longue nuit sombre. Elia partit ce soir-là le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Les mots d'Amara résonnaient dans son esprit. On peut décider comment avancer. Pour la première fois de sa vie, il comprit enfin que le vrai succès ne se mesure pas en gratte-ciel ou en solde bancaire, mais par les relations que nous entretenons et les cœurs que nous réparons. En rentrant chez lui, il sentit une nouvelle direction. Non plus l'ambition unique de gravir l'échelle sociale, mais une mission de construire une véritable famille et de réparer les torts qu'il avait autrefois choisi d'ignorer. Des mois passèrent, et les rythmes de la vie s'installèrent dans une nouvelle normalité réconfortante. Le manoir autrefois cloîtré d'Elia devint progressivement une seconde maison pour Chidi et Kalechi. Les week-ends les trouvaient souvent étendus dans la bibliothèque confortable d'Elia, à faire des puzzles ou à découvrir de vieux livres. Parfois, le personnel de la maison organisait un barbecue au bord de la piscine, et les jumeaux barbotaient pendant qu'Elia et Amara échangeaient des rires sur les petits triomphes de la coparentalité. Un vendredi, les jumeaux terminèrent un trimestre scolaire réussi. Pour célébrer, Elia proposa un court voyage en famille dans une station balnéaire voisine, un lieu pittoresque au bord d'un lac tranquille, connu pour son environnement luxuriant et son atmosphère sereine. Amara hésita, pesant l'excitation des garçons contre sa prudence persistante. Finalement, elle accepta. L'idée que les 4 voyagent ensemble apportait un mélange d'anticipation et d'anxiété, mais la promesse de créer de nouveaux souvenirs l'emporta. Ils arrivèrent un samedi matin ensoleillé, accueillis par le doux clapotis de l'eau contre le rivage. Leurs logements étaient dans des cabanes adjacentes, chacune avec un porche privé donnant sur le lac. Chidi et Kalechi coururent vers l'eau, faisant des ricochets et applaudissant chaque fois qu'ils créaient de larges ondulations. Cet après-midi-là, la famille s'aventura dans la forêt environnante pour une randonnée guidée. Les garçons menaient la marche, brandissant de petits bâtons comme des explorateurs. Elia et Amara suivaient, échangeant des regards amusés chaque fois que les jumeaux signalaient quelque chose de nouveau, un écureuil filant sur une branche ou les motifs complexes sur une feuille. L'air sentait le pin et la terre humide, un contraste frappant avec la pollution de la ville et les foules étouffantes. Plus tard, ils louèrent un petit pédalo et glissèrent sur le lac. Kalechi chanta une chanson idiote sur les poissons et les grenouilles, tandis que Chidi s'essayait à la barre. Amara se pencha en arrière, laissant le doux balancement du bateau la bercer dans un état de contentement. Elia la regardait avec une expression tendre, reconnaissant pour ce moment de paix. Il avait si longtemps couru après la richesse, sans jamais réaliser que la sérénité pouvait se trouver dans la simple joie d'une sortie en famille. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, ils accostèrent le bateau et retournèrent à leur cabane. Elia décida d'allumer un feu de camp près du bord du lac. Les jumeaux aidèrent à ramasser des brindilles et de petites bûches, leurs visages illuminés d'excitation. Bientôt, les flammes crépitèrent et des étincelles dansèrent vers le ciel dans l'air frais du soir. Amara sortit des guimauves et des brochettes, et ils les firent griller, racontant des histoires à la belle étoile. Kalechi demanda, « Papa, as-tu déjà fait du camping quand tu étais enfant ?» Elia hésita, se souvenant des temps plus simples au village. Des nuits au bord de la rivière sous les étoiles.
Pas exactement comme ça, admit-il. Mais ta mère et moi, nous nous retrouvions au bord de la rivière quand nous étions adolescents. Les étoiles étaient tout aussi belles. Amara sourit, ses yeux reflétant la lueur du feu. Oui, elle l'était, dit-elle doucement. Un silence confortable s'installa entre eux. Shidi et Kaleshi, bercés par la chaleur et le doux crépitement des flammes, commencèrent bientôt à s'assoupir. Amara les guida jusqu'à la cabane, laissant Elia seul près du feu mourant. Il fixa les braises, pensant à la façon dont la ville avait mené dans des cercles vertigineux pour le ramener à ce qui comptait vraiment. Après avoir mis les jumeaux au lit, Amara revint, s'enveloppant d'un châle. Elle s'assit à côté d'Elia sur un banc en bois, tous deux regardant les braises rougeoyer dans l'obscurité. Le chant rythmé des grillons et le ululement lointain d'un hibou offraient une berceuse naturelle. Un tourbillon d'émotion monta en Elia. Il se tourna vers Amara, parlant doucement. « Je voulais te dire quelque chose. Je sais que les mots ne suffisent pas toujours, mais je veux que tu saches à quel point j'apprécie la patience que tu m'as montrée. Tu n'étais pas obligé de me laisser entrer dans leur vie. Ou dans la tienne. » Elle l'étudia un moment, son expression un mélange d'empathie et de prudence persistante. Je devais faire ce qui était le mieux pour les jumeaux. Mais je ne suis pas non plus la même personne qu'à l'époque, Elia. Je peux pardonner, même si je ne peux pas oublier. Il prit sa main, et cette fois, elle ne la retira pas. J'espère qu'un jour, si tu y es ouverte, nous pourrons être plus que de simples coparents. Je comprends que cela prendra du temps, et que je dois gagner ta confiance. Mais je suis prêt à attendre. Les yeux d'Amara brillèrent de larmes, mais sa voix était ferme. Nous verrons où cela nous mène. Un jour à la fois. Ils retombèrent dans le silence, se rapprochant l'un de l'autre alors que les dernières lueurs du feu s'éteignaient. Dans cet espace calme, sous une voûte d'étoiles, il semblait qu'ils écrivaient un nouveau chapitre, un chapitre non pas dicté par le regret, mais par l'espoir, la compréhension et la promesse d'une famille. Finalement, ils retournèrent à leur cabane, laissant les braises rougeoyantes derrière eux. Avant de se séparer pour la nuit, Amara s'arrêta à sa porte et regarda Elia, un léger sourire aux lèvres. La compréhension tacite dans ses yeux suffisait à transmettre qu'une seconde chance, bien que toujours fragile, était à portée de main. Ainsi se termina une journée qui signalait un nouveau départ. Les prochaines étapes seraient incertaines, remplies de l'imprévisibilité de mêler l'ancien au nouveau. Pourtant, pour Elia, l'avenir n'avait jamais semblé aussi ouvert et aussi digne d'être combattu. La richesse et le succès n'étaient plus la fin ultime de ses ambitions. Maintenant, il avait quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité d'un amour authentique, une famille réunie, et la connaissance que parfois les plus grandes richesses de la vie se trouvent dans les secondes chances et les lendemains partagés. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.